Merci de nous rejoindre en direct sur LCI, édition spéciale, alors que nous assistons peut-être au début d'une guerre entre Israël et l'Iran. Les sirènes ont résonné en tout début de matinée en Israël, conséquence des événements que nous suivons en direct. Écoutez. Les sirènes à Jérusalem pour prévenir la population qu'une menace aérienne est en train d'arriver. L'Iran riposte, envoie une centaine de drones sur Israël après une série de frappes d'ampleur sur des sites nucléaires iraniens. C'est en fait la conséquence de discussions sur l'enrichissement de l'uranium iranien qui n'ont pas abouti. L'AIEA sanctionne l'Iran et Israël frappe. Est-ce que c'est le début d'une guerre? Nous allons y revenir avec Grégory Phillips, qui est rédacteur en chef international chez LCI. Bonjour Grégory, bienvenue. Toujours François Clémenceau avec nous, évidemment, notre spécialiste international. Pascal Perry pour l'économie, Soisy Kemener pour les questions politiques. Vous nous direz d'ailleurs, Soisy, comment la France réagit à ce qui est en train de s'écrire sous nos yeux. Partons tout de suite en Israël. Betsabé Salem, vous êtes notre correspondante à Tel Aviv. Nous avons entendu les sirènes à Jérusalem il y a quelques instants. Des drones sont en route depuis l'Iran. À quoi s'attend-on côté israélien ? Alors selon les estimations ici, ces drones arriveront en Israël d'ici 1 heure à 1h30. Il faut savoir que la défense israélienne, bien sûr, s'active pour tenter de neutraliser ces drones. Mais plus il y a de drones ou de missiles, d'ailleurs, plus ces interceptions sont difficiles. Il faut souligner aussi qu'à ces drones pourraient se joindre des missiles balistiques, puisque les drones mettent pas mal de temps, plusieurs heures à arriver en Israël, tandis que les missiles, eux, il leur faut 12 minutes à peine. Il est possible que dans tout le reste du pays, on entend ici des sirènes. Les Israéliens qui ont été priés, bien sûr, de rester à proximité des abris. Les Israéliens qui n'ont pas le droit de se rassembler dehors. Les écoles sont fermées. Évidemment, personne ne va au travail. Et on sait que si les alertes résonnent en Israël, eh bien, les gens risquent de devoir rester dans les abris beaucoup plus que les 10 minutes habituelles. Ces attaques on s'attend ici à ce qu'elles soient très, très agressives et potentiellement longues. Merci beaucoup Betsabé Salem, notre correspondante en Israël. Je voudrais vous remontrer cette carte de l'Iran. Les sites qui ont été frappés, François Clémenceau, sont des sites stratégiques iraniens. Alors, le premier d'entre eux, c'est évidemment Natanz, qui est le principal site d'enrichissement d'uranium de l'Iran. C'est là où les Iraniens, depuis qu'ils ont quitté le fameux accord de Vienne, ont accéléré leur production d'uranium enrichi en allant jusqu'à 60 à 66%, ce qui les mettait très près de la production de la matière qui permet d'avoir la bombe atomique, qui est à 90% d'uranium enrichi. Les autres sites visés sont des sites, dans le nord-ouest du pays, c'est principalement l'arsenal balistique de l'Iran, c'est-à-dire sa capacité de missiles, et notamment de missiles à longue portée, capables de viser Israël. Et puis après, vous avez, là où ont été ciblés, je crois que c'est à Téhéran, les résidences des responsables, des ingénieurs qui travaillent sur le programme nucléaire militaire iranien, et ensuite d'autres sites militaires qui ont été frappés. Dans l'un d'entre eux pouvait certainement se trouver soit le chef d'état-major de l'armée iranienne, soit le chef des gardiens de la Révolution, qui tous deux ont été abattus. Et ça, c'est une information aussi très importante, Grégory Phillips, qui dit l'ampleur de cette opération militaire. Ah oui, vraiment, les cibles sont extrêmement précises, et du point de vue israélien, c'est une réussite. C'est-à-dire que si vous arrivez à aller frapper le général qui dirige les gardiens de la Révolution, vous imaginez l'importance de cet homme au sein de l'organisation militaire du régime. Pareil pour le chef d'état-major des armées. Et puis évidemment, ce que François vient de présenter, les sites nucléaires. Parce que c'est ça l'objectif au final. C'est de démanteler, ou en tout cas de freiner encore un peu plus, si c'est possible, ce développement du programme nucléaire iranien. Et Natanz, François a raison de le dire, c'est l'endroit où Téhéran accélère le plus, avec le plus de centrifugeuses, et c'est là où on s'approche le plus de la bombe. Donc c'est pour ça que Natanz est visé. Ce programme nucléaire iranien qui est, selon Israël, une menace existentielle, ce sont les mots des responsables politiques israéliens. Cette opération militaire pouvait-elle avoir lieu sans que les États-Unis soient mis au courant? Nous sommes en direct des États-Unis avec Thierry Coiffier, qui est notre correspondant sur place. Thierry, que sait-on du niveau d'information de Donald Trump sur ce qui se passe actuellement?
Jean-Baptiste, c'est assez surprenant qu'on n'ait pas eu encore de réaction officielle de Donald Trump et de la Maison-Blanche. Pour l'heure, il faut se contenter d'une déclaration qu'il a faite à Bret Baier, qui est un présentateur, rédacteur en chef de Fox News. Et Donald Trump lui aurait dit j'ai été évidemment informé en amont de cette opération, de cette offensive israélienne. Il n'y a pas du tout de condamnation, évidemment, plutôt une justification, puisqu'il aurait continué en disant que l'Iran ne devait pas posséder l'arme nucléaire. En ce qui concerne des réactions officielles aux États-Unis, il faut se tourner vers le secrétaire d'État, Marco Rubio. Là, c'est un communiqué, et là, c'est un peu la même tonalité. Le secrétaire d'État affirme haut et fort que les États-Unis ne sont absolument pas impliqués dans cette offensive israélienne. C'est une action unilatérale, dit le secrétaire d'État. Il insiste sur la sécurité des troupes américaines. C'est sa principale préoccupation parce que, je vous entendais tout à l'heure en plateau, les bases américaines, elles sont nombreuses, hein, évidemment, au Proche et Moyen-Orient. On pense au Qatar, au Koweït, aux Émirats, et tout cela se situe à moins de 300 kilomètres des côtes, en tout cas des frontières iraniennes. Et la menace, elle est sérieuse parce que le ministère des Affaires étrangères iranien vient d'affirmer que cette opération israélienne n'avait pas pu se passer sans autorisation ni confirmation, voilà les mots précis, des États-Unis, et que Washington s'expose ainsi à des représailles. Alors on parlait de ces négociations qui avaient commencé entre les États-Unis et l'Iran concernant le nucléaire. Je vous en parlais tout à l'heure en vous disant que j'étais assez sceptique de savoir si l'Iran allait s'asseoir à la table dimanche à Oman. Les États-Unis y seraient prêts. Bien écoutez, l'Iran vient d'affirmer qu'il ne serait pas à cette table de négociation. Merci beaucoup Thierry Coiffier, notre correspondant aux États-Unis. Est-ce que la France, alors Thierry nous rappelait à l'instant, nous expliquait que les États-Unis n'avaient pas réagi officiellement, est-ce que la France a réagi pour l'instant, Soisy ? Pour l'instant, c'est silence radio. Au moment précis où je vous parle, pas de réaction de l'Élysée, pas de réaction non plus du ministère des Affaires étrangères. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même un sujet sur lequel Emmanuel Macron a planché très récemment. C'était le 2 avril dernier. Il y avait eu un conseil de défense sur l'Iran. C'est rarissime qu'il y ait un conseil de défense sur un pays en particulier à l'Élysée. Preuve que la France s'inquiétait justement de l'embourbement des discussions autour du nucléaire iranien. Alors, je voudrais que nous écoutions le chef d'état-major israélien. Nous évoquions tout à l'heure la menace existentielle. Bien, ce sont des mots qu'il reprend à son compte. Ce sont des mots qu'on entend très régulièrement dans la bouche des responsables politiques israéliens. Écoutez. Nous menons une campagne historique qui ne ressemble à aucune autre. Il s'agit d'une campagne critique visant à prévenir une menace existentielle de la part d'un ennemi qui cherche à nous détruire. Nous avons lancé cette attaque parce que le moment est venu. Nous sommes au point de non-retour. Nous ne devons pas attendre un autre moment pour agir. Nous n'avons pas d'autre choix. Nous appelons des dizaines de milliers de soldats et nous sommes prêts à franchir toutes les frontières. Je préviens que quiconque tentera de nous défier paiera un lourd tribut. Qu'est-ce qui fait, François Clémenceau, que M. Zamir, ce chef d'état-major israélien, dit aujourd'hui, nous sommes à un point de non-retour? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui est un point de non-retour par rapport à ce qui s'est passé depuis des semaines, des mois, voire des années? D'abord parce qu'ils peuvent le faire. Il y a encore quelques années, c'était très difficile pour l'armée israélienne seule de pouvoir mener une opération de ce type. Or, ils se sont entraînés à de très nombreuses reprises. Je me souviens que en 2012-2013, les entraînements de l'armée de l'air israélienne ne permettaient pas d'atteindre les cibles sans avoir un minimum de support logistique, notamment américain. Cette fois-ci, ils sont capables de le faire de façon autonome. Je précise que les bombes qui ont visé Natanz, qui se trouvent à 50 mètres sous terre, les installations des centrifugeuses, ces bombes-là sont des bombes américaines. Alors donc oui, il y a une participation des États-Unis. La deuxième explication, c'est que politiquement et diplomatiquement, ils ont toutes les bonnes raisons de le faire, parce que diplomatiquement, une fois de plus, les négociations avec les Américains à Oman, ils en étaient au 6e round de négociations, ça ne marche pas. Et deuxièmement, l'AIEA a officiellement dit l'Iran ne coopère plus. Si l'Iran ne coopère plus, c'est bien la preuve qu'elle a un programme militaire caché et donc qu'il faut aller le bombarder. Bethsabée Salem est toujours avec nous depuis Tel Aviv. Est-ce qu'on sait ce que prépare, comment se prépare Israël à ce qui va arriver dans les minutes, les heures qui viennent, Bethsabée, puisque vous nous l'avez expliqué, l'Iran a déjà envoyé des drones, mais est-ce qu'il y a une préparation supplémentaire au-delà de cette menace immédiate ?
Oui, bien sûr, d'autant que cette opération elle a été préparée depuis de très longs mois. Hein. L'appareil sécuritaire a insisté là-dessus. Alors déjà, des milliers de réservistes ont été mobilisés et déployés. Ensuite, la population israélienne, on l'a dit, hein, a été avertie. Il y a des mesures qui sont très importantes du point de vue de la population. Les gens qui doivent rester près des abris, qui ne vont pas travailler, les enfants ne sont pas envoyés à l'école, les gens ne se rassemblent pas dehors. Donc ça, c'est important. Ça fait partie des mesures de sécurité. Tout le monde se trouve à proximité des abris pour ceux qui en ont, sinon dans les cages d'escalier. Puis aussi, il y a eu des alertes qui ont été envoyées à toutes les ambassades israéliennes. Certaines, dans des zones particulièrement sensibles, ont même dû être fermées dans l'optique d'attaques qui ne seraient pas forcément menées en Israël, mais aussi à l'étranger. Merci beaucoup Betsabé Salem, vous restez avec nous en direct depuis Israël. En fait, Grégory Phillips, lorsque l'on prend en compte l'ensemble des éléments qui s'écrivent là sous nos yeux, on mesure l'ampleur de ce qui se passe. La préparation que nous décrit Betsabé Salem, le nombre d'avions mobilisés par Tsahal, 200 avions de chasse, le niveau de préparation pour la riposte, c'est une opération militaire extrêmement bien préparée et sans doute donc depuis un moment. Oui, et j'ajoute le renseignement pour savoir où se trouve par exemple le patron des gardiens de la Révolution, où se trouve le chef d'état-major à tel endroit précis, dans telle résidence, et la certitude qu'il y est au moment de frapper. Oui, évidemment, cette opération est préparée de longue date. Juste sur pourquoi maintenant, j'ajoute une donnée. Le 12 avril dernier, je crois, Donald Trump avait donné 60 jours aux Iraniens pour avancer sur leur programme nucléaire, et on a vu l'échec des négociations. 60 jours il avait donné. Aujourd'hui, on est à 61 jours après. Donc vous voyez, comme si on attendait... Vous pensez que Benyamin Netanyahou utilise l'ultimatum donné par son allié pour lui-même prendre les devants? Comme si on avait attendu la fin de cet ultimatum, ça y est, on frappe. Et puis, à plus long terme, sur le côté existentiel de la menace pour Israël. Moi, je me souviens, il y a quelques années, j'étais correspondant à Jérusalem, et Benyamin Netanyahou était monté à la tribune des Nations Unies. Il avait fait un dessin d'enfant avec une bombe ronde, enfin comme les enfants dessineraient une bombinette. Il avait fait une ligne rouge, et il avait dit, voilà, ils en sont là, et il reste plus que ça à atteindre. Ça, c'était il y a 15 ans. Un peu plus même. 2018, je crois. 2018, et il l'avait fait aussi, je crois, dans les années 2011-2012. De toute façon, c'est un message pour Netanyahou. Justement, pardon de vous interrompre, Grégory, mais je m'adresse à vous deux, puisque vous avez vécu tous les deux en Israël. Vous avez tous les deux couvert différents moments de conflit entre les deux pays. Est-ce que ce que nous vivons là, aujourd'hui, vous semble être d'une nature différente, François? Oui. Parce que jusqu'à présent, Israël considérait que, évidemment, l'Iran était son ennemi numéro 1, mais qu'on pouvait l'atteindre par différents moyens, et qui ne gênaient pas ni les négociations diplomatiques, par exemple, de JCPOA. Les Français, les Européens, les Russes, les Chinois, les Américains étaient dans cette négociation, et Israël ne voulait pas saboter ces négociations. En revanche, ralentir le programme nucléaire iranien, oui, par du piratage informatique, par l'assassinat d'un certain nombre d'ingénieurs, oui, sans que les Occidentaux viennent critiquer, j'allais dire, cette guerre cachée d'Israël sur le programme atomique iranien. Sauf que, encore une fois, aujourd'hui, ils ont militairement la capacité de frapper l'Iran de façon autonome, y compris avec un feu vert américain. Mais, encore une fois, ils auraient pu le faire même sans le feu vert américain.